Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle pause café, épisode 52, le podcast de l'Académie de la qualité efficace. Donc vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast en tapant Good Manufacturing Podcast. Oh là là, okay. J'écoute, je regarde comment ça marche. On est effectivement en live sur LinkedIn depuis notre nouvelle plateforme d'enregistrement. Alors pour tous ceux qui arrêtent pas de me demander, me demander, nous utilisons maintenant Riverside. Voilà. Vous pouvez vous passer de m'envoyer un message sur LinkedIn pour me dire ça. Ah, ça marche, on voit le Hello Everyone et tout. C'est bon, c'est opérationnel. Tu peux même mettre tes petits effets sonores si tu veux. Voilà. Bon, en tout cas, on se retrouve aujourd'hui. Donc on a un sujet dans les tuyaux là, le change control qu'on fera les semaines suivantes. Avant d'aller plus loin, on va quand même discuter avec vous de ce qu'on va faire dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on va à la 3P Biarritz. Toi et moi, on sera sur le salon. Yes. Vous avez été plusieurs à me demander. Qu'est-ce que tu vas faire, Paul-Adrien? Moi, du coup, je serai là avec mon matériel d'enregistrement pour faire des interviews. Donc, comme vous l'avez déjà peut-être découvert dans l'A3 Podcast, où j'interviewe sur les salons de l'A3P des personnes qui interviennent ou des badauds. Ah, ça y est, goodbye Arnaud. Des badauds, ça n'a rien à voir avec la plateforme, c'est Arnaud. Mais c'est bon, regarde, c'est revenu. Je touche plus à rien, je bouge plus. Ne bouge pas. Et donc j'interviewe des personnes donc pour faire des interviews format court. Donc si jamais vous avez quelque chose d'intéressant à dire sur l'industrie pharmaceutique, une idée à faire passer, un concept intéressant, un nouveau produit, n'importe quoi qui vaille le coup d'être diffusé. Bon après le but c'est de pas éviter de faire de la pub pure. C'est plutôt d'expliquer un concept technique ou quelque chose comme ça. N'hésitez pas à venir à me contacter ou à venir me voir sur le salon ou même juste pour discuter, pour dire bonjour, pour manger un gâteau et prendre un café. Eh bien moi je serai et toi, Arnaud, sur le pont tout mercredi, la journée de mercredi, avec un atelier passionnant et un sujet qui me passionne, le pilotage des déviations et des CAPA. Voilà. Et on va parler de... On va toute la journée avec les participants de l'atelier, on va construire les éléments pour mettre en place du pilotage sur leur site et on va parler de barrage et de pizzeria. Voilà. Ouais, non, on a préparé l'atelier, ça a l'air vraiment super, ça va être vraiment super sympa, un atelier qui va être dynamique, ça va pas du tout être descendant comme on peut voir sur ça, des fois dans des ateliers, pas forcément. Je veux dire, oh là là. Non, l'idée c'est vraiment de faire partie. C'est le but des ateliers à la 3P, hein. C'est vraiment participatif, c'est partage d'expérience entre les participants. C'est aussi un peu de prise de recul sur la théorie et de mise en pratique, hein. Donc voilà, s'il y en a qui sont en train de nous écouter, qui vont participer à l'atelier, préparez-vous parce que je vous assure que vous allez pratiquer. Autre nouvelle super intéressante, donc on va développer ça un petit peu plus en détail aujourd'hui. Ça c'est trop bien. Ça. Tout ce qu'on vous a raconté là, sur la gestion des déviations. La gestion des déviations, donc il y a un sacré paquet d'épisodes, il y en a genre une bonne grosse quinzaine qui traitent la gestion des déviations de A à Z, donc c'est-à-dire de la détection de la situation inhabituelle jusqu'à la clôture, en passant par le rapport, en passant par l'évaluation, en passant par l'investigation, la gestion de l'impact, les causes, etc. Les causes primaires, les causes racines. Donc tout ça a été inspecté en détail par un inspecteur de la NSM pas plus tard qu'en début de mois. Et donc le client, le site chez qui on a déployé ça, s'en est sorti avec 0. Donc les événements, c'est bien. Voilà. non mais il faut le préciser, hein, parce que c'est le cas de ce site, mais c'est le cas souvent sur des sites où on intervient, où intégrer la notion d'événement, ça réduit un peu aussi le volume de déviation selon la situation. Et on sait qu'il y a des personnes qui ont pu faire des remarques en disant les événements, c'est un moyen de cacher la misère, faut pas le faire, etc. Ben non, en fait, si on a les outils. Donc ce qui veut dire, c'est si on évalue correctement le risque des événements,
Et si on a un moyen surtout de justifier, de retrouver ce qu'on a fait et qu'on tient finalement qu'on tient des archives, qu'on enregistre nos événements, qu'on est capable d'y retourner, de comprendre le rationnel derrière la décision de pourquoi on a transformé cette situation exceptionnelle, cette inhabituelle en événement, et bien du coup en fait finalement c'est auditable, et c'est parfaitement recevable. Donc ce qui est super bien, c'est que ce site sur lequel il est inspecté, donc ils ont été inspectés entre autres si spécifiquement sur ce sujet, donc c'était pas un truc qu'ils ont trouvé, c'est pas un truc qu'ils ont fait entre le fromage et le dessert. Il y avait vraiment la volonté. L'ordi de Arnaud a craché. Hop là. Continue en solo. Donc il y avait vraiment une volonté de regarder le processus de gestion des déviations, le processus de voilà. Une volonté de regarder le système de gestion des déviations, et effectivement ça a été regardé en détail. Et ça s'est super bien passé. Donc, ce qui est cool, c'est Arnaud qui avait un peu plus de détails sur les chiffres. Mais néanmoins, en fait, ce que ça permet de faire, et ce qui est très intéressant, c'est que pouvoir classer finalement le tout venant en événement, eh bien, en fait, ça va diminuer grandement la charge de travail sur les équipes investigation. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que, et ça, c'est super important, et c'est quelque chose qu'on passe vraiment beaucoup de temps à dire quand on déploie cette approche, c'est que le temps gagné par les situations inhabituelles qui sont transformées en événements doit impérativement être réinvesti dans l'investigation des déviations. C'est très très important, c'est-à-dire que les déviations qui en valent le coup vont être investiguées plus profondément, et le but c'est de trouver des actions qui vont être efficaces. Donc plus le temps va passer, plus théoriquement on va avoir une réduction du nombre de déviations, en tout cas du nombre de déviations critique et majeure. Donc dans un an et demi, au bout d'un an et demi, le nombre de déviations majeures et critiques diminue grâce à l'efficacité de nos actions. Alors ça dépend aussi de la méthode d'investigation, c'est-à-dire que si on déploie ça sur un site qui n'est pas mature en termes de technique d'investigation, eh bien de technique d'investigation, eh bien ce que ça va faire, c'est que la qualité des investigations ne va pas permettre de déterminer des causes racines plus que ça. Et donc les CAPA finalement seront non efficaces. Et donc on va rester avec un volume de déviation qui est plus ou moins égal. Donc ce qui va être intéressant, c'est que là on peut le voir, hein, si au bout d'un an et demi, donc on avait un certain volume de déviation, par exemple imaginons 300 déviations, ou 1000 déviations à l'année, et que avant on avait 1000 déviations, on met en place les événements, on se retrouve avec 700 déviations, 300 événements, et si au bout d'un an et demi on est toujours à 700 déviations, 300 événements, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de progression du site. En tout cas, la charge de travail la charge de travail a été réinvestie ailleurs, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas passé plus de temps, ou alors ils ont passé peut-être plus de temps sur des déviations mais sans aucun effet. Et donc ce qui est intéressant, si on constate ça, c'est qu'il faut remettre un effort sur la technique d'investigation. Donc nous, en général, quand on nous consulte pour déployer en tout cas un système de gestion, un processus de gestion des déviations, en général, on nous prend également pour déployer une méthode d'investigation. Donc c'est pareil, il y a un step-up assez important avec un accompagnement sur la gestion des déviations qui fait que finalement les investigations s'améliorent en termes de profondeur. Ah, voilà. Les investigations s'améliorent en termes de profondeur. Et donc, finalement, on va observer au bout d'un moment que le nombre de déviations pures va diminuer. Et c'est là que, après, on en reparlera dans une seconde, hein, mais c'est là qu'après, on peut considérer certains événements rentrer grâce aux matrices d'évaluation, des choses qu'on considérait comme événements en déviations mineures, pour ensuite les intégrer dans les déviations, commencer à les investiguer et commencer à les réduire. Donc ça, c'est une première chose. Alors du coup, j'ai rien suivi de ce que tu as raconté. J'ai mon ordinateur. Je sais pas à quel point c'est lié à ton application, la nouvelle, mais mon ordinateur, il a fait shutdown. Et moi, je viens de le redémarrer. Ouais. I'm back. Donc je sais pas ce que tu as dit. C'est pas très grave.
Ouais. C'est un sujet sur lequel je peux meubler pendant Bref, longtemps. on est fiers des résultats, quoi. Donc, ce que j'ai raconté, on est fiers des résultats. Donc là, ce que je disais, c'était que finalement, le nombre de quand tu implémentes, quand implémentes en tout cas les événements, ce qu'il faut faire, c'est que le temps gagné par la gestion des événements, c'est-à-dire qu'une déviation, disons qu'une déviation, ça prend à traiter entre 8 et 12 heures. Tu veux que je donne un peu des chiffres de benchmark là-dessus? Eh bien, du coup, quand allez, une mineure, on va dire. Alors, attention, on va parler du temps de travail effectif d'un investigateur. On ne parle pas en termes de délai début-fin, mais vraiment le temps passé par une personne sur un sujet. En benchmark, la déviation mineure, on est sur 4 heures. La majeure, on est sur, on va dire, entre 12 et 16 heures. Et la critique, entre 32 et 50 heures, ça peut monter jusqu'à 50 heures. Et l'événement, 0. Non, après, il y a le temps d'évaluation et tout, mais en gros, c'est moins d'une heure, quoi. Voilà, 0. C'est ça qui est intéressant. Donc là, finalement, quand on a notre situation inhabituelle, qu'on la prend, qu'on l'évalue, donc on évalue gravité, détectabilité, ce que je disais, surtout, c'est bien pouvoir avoir le rationnel de la décision marqué quelque part pour que si jamais quelqu'un reprend cet événement et dise « Oh, mais Sam, pourquoi vous l'avez classé en événement ?» Eh bien, regardez, la gravité, on a trouvé ça, mais la détectabilité, ça, et occurrence, ça, et du coup, ça fait... Mais ça, c'est important ce que tu dis, parce que ça ne vaut pas la peine effectivement, si vous n'avez pas de rationnel derrière pour classer en événement, bah forcément que vous allez vous faire challenger et que vous allez vous faire taper sur les doigts par l'inspecteur. C'est évident. Mais par contre, si vous avez un rationnel et que vous êtes capable de l'expliquer, de le défendre, allez, au pire, l'inspecteur va vous dire ouais, sur cette partie du rationnel, vous pourriez faire peut-être différemment, blabla. Mais vous avez un rationnel. Et ça, c'est super important. Donc, voilà, on évalue, on éclaire. Après, on l'enregistre dans un système capable de pouvoir justement exploiter, en tout cas au moins les titres et les dates. Parce que du coup, c'est ça, je vais en parler, c'est le deuxième truc qu'il faut absolument mettre en place quand on met en place les événements. C'est un comité un comité, ou en tout cas des personnes, en tout cas, qui vont revoir régulièrement, donc tous les 6 mois, les événements quand t'es ouvert et qui vont donner une appréciation sur le bon classement, le respect en tout cas de l'analyse de risque, on peut le dire, de l'analyse de risque sur l'évaluation de la situation inhabituelle en événement. Donc là, il va les regarder. Donc là, selon le nombre, en fait, tu fais par nombre, par secteur, etc. Tu dis, bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas de dérive. Tous les événements sont bien des événements. Et après, on fait un Pareto sur la fréquence d'apparition des événements. Donc en mettant un Pareto. T'as pas mis et donc les événements, donc le top 3, en disant Pareto. Le premier. Non, j'ai pas. Et donc le premier, deuxième ou troisième, selon le nombre, et bien là, du coup, on peut se permettre d'ouvrir une investigation pour comprendre pourquoi on en a autant. Donc finalement, ça va permettre de régler le problème de l'événement le plus fréquent. Il y a un vrai rationnel aussi derrière, une théorie, c'est qu'au bout d'un moment, soyons honnêtes sur les sites, on n'est pas capable de mener des investigations poussées sur tous les problèmes. C'est pour ça qu'il faut adapter l'effort, je pense que tu en as parlé, au niveau de risque. Et donc les événements, attention, ça reste des choses où on a évalué qu'il n'y avait pas de risque. Par contre, si effectivement, en termes de récurrence, ça commence à augmenter, et c'est pour ça que du coup tu parles du Pareto, en fait, c'est que tu as potentiellement un risque de dérive qui pourrait aboutir plus tard à un risque plus important. Et c'est là où ça ne sert à rien d'évaluer et d'investiguer événement par événement. Par contre, c'est utile de faire une analyse de récurrence sur les événements. Et alors, pourquoi les événements sont essentiels pour moi, à partir du moment où tu as un processus de gestion des déviations, tu es obligé de mettre en place les événements parce que c'est très lié à la culture qualité du site. C'est-à-dire qu'un site qui va avoir... théoriquement, ton site, tu vas essayer de monter le niveau de culture qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, au plus tu vas monter la culture qualité, au plus les gens vont être sensibles dans ce qui est normal d'avoir ou pas normal d'avoir. Donc, ils vont pouvoir s'indigner sur des trucs qu'avant qu'ils faisaient tous les jours. Et puis, finalement, au plus la culture qualité arrive, mais attendez, au plus au plus les gens comprennent ce qu'ils font, au plus les gens
s'intéresse au processus, et qui que ce soit, hein, donc c'est l'ensemble des gens qui travaillent dans le site, vont commencer à se dire ça c'est pas normal. Et donc ils vont potentiellement ouvrir, en tout cas déclarer de plus en plus de situations inhabituelles. Ça, c'est un chemin d'entrée. Et donc, si jamais t'as pas cette catégorie événements pour trier, et du coup, tu t'enterres tout seul sur le nombre de choses qui vont rentrer. Donc là, il faut commencer à pouvoir gérer absorber en tout cas ton volume, et pouvoir mettre en place après des différents types de choses, hein. Tu peux avoir après un processus pour gérer tes signaux faibles, un processus après, encore une fois, pour étudier et analyser ce qui est en train de se passer. Et inversement, quand la culture qualité de ton site diminue à cause de départs, à cause de personnes qui, souvent c'est des départs, hein, un gros turnover ou des choses comme ça, et bien en fait, là, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre finalement de la capacité d'investigation. Tu vas perdre. Oui, tu vas être moins efficace parce que tu vas perdre la capacité d'investigation. Ne serait-ce que sur gestion des déviations. Quand tu as quelqu'un qui part, qui a été formé et qui fait des investigations depuis plusieurs années, il est forcément plus efficace que quelqu'un qui débarque, même si tu as une super formation. Et encore faut-il avoir la super formation. Et donc c'est là où tu peux te permettre sur ta matrice, en tout cas de classification des déviations événements mineurs majeurs critiques, c'est de transformer la mineure qui va être par exemple qui est pas grave, qui arrive jamais et qui est très détectable. Tu peux te permettre peut-être de la passer en événement, en tout cas pour réorienter la capacité d'investigation dans l'immédiat sur des déviations qui vont être moyennes. Ouais, c'est clair. C'est vraiment important ce que tu dis, parce que encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il faut prendre des risques inconsidérés. Il y a vraiment le rationnel avec la gravité, l'occurrence et la détectabilité. Et voilà, hein, il y a des sites qui ont beaucoup de moyens et qui peuvent se permettre d'aller dans le détail de beaucoup de choses. Il y en a d'autres, c'est moins le cas. Et il faut aussi l'entendre. Et du coup, il faut se mettre en marche pour traiter les sujets les plus problématiques en priorité. Et à force de traiter en priorité les sujets les plus problématiques en profondeur, on les tue petit à petit. Et donc, on peut aussi commencer à aller traiter d'autres sujets au fur et à mesure, quoi. Un dernier truc intéressant aussi par rapport aux événements, c'est des gens qui vont reporter des trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Alors imagine, t'as pas ce niveau événement. Le gars qui reporte, comme j'avais dit l'autre jour sur LinkedIn, une tâche de café sur un dossier de l'eau sans perte de données, sans modification ni rien. Là, du coup, tu te retrouves à investiguer une tâche de café sur un dossier de l'eau. Alors, oui, il y en a tout le monde va me dire, oui, mais c'est pas normal qu'il y ait du café sur à côté des dossiers de l'eau. Oui, le jour où on n'aura plus de contamination croisée et de colmatage des filtres, on pourra peut-être s'intéresser au café, mais en attendant. Ouais, non, mais c'est ça. Mince, quoi. Prioriser les efforts. Et c'est marqué, encore une fois, dans les BPF, hein, ça. Et autre chose que tu as dit qui me fait penser, c'est sur certains sites, effectivement, tu as une corde que tu peux tendre parce que finalement, tu as des départs. Et du coup, la quantité de travail, il est possible de la dispatcher sur les différentes personnes qui travaillent déjà. Donc, ça peut s'absorber. Mais il y a sur certains sites où la corde est déjà extrêmement tendue. Et du coup, à partir du moment où quelqu'un part, tout s'écroule, quoi. Et là, on fait le lien avec le sujet du pilotage, qui est super important. On fera des épisodes spécifiques après l'atelier de la 3P là-dessus, mais sur le pilotage, d'avoir la vision justement de quelle est la charge de travail que représentent les déviations en cours. Et si en fait ta charge de travail elle est égale à ton nombre d'investigateurs, tu peux considérer que tu es dans une situation tendue. Et ça, faut juste en avoir conscience, hein. On ne dit pas qu'il faut 50 000 investigateurs, mais par contre, c'est bien d'avoir toujours un peu 20% sous le pied, parce que les déviations, ça peut arriver n'importe quand, et n'importe quel jour ou n'importe quelle semaine, vous pouvez vous prendre un petit pic, et ce 20% de sauvegardé, je peux vous assurer que vous serez content de l'avoir sauvegardé ce jour-là. Chez un client dans un service, je regardais la moyenne par semaine parce que pour essayer de dimensionner un peu le truc, la moyenne par semaine des événements, puis je regarde 5, 4, 5, 4, 17. Mais c'est ça. C'est vraiment important de l'avoir en tête, ça. Ce genre de pic, ça arrive tout le temps. C'est imprévisible, c'est comme ça.
Et ouais, non mais c'est clair. Et un truc qui est assez intéressant aussi, alors du coup ça change un peu de sujet, mais sur en tout cas l'évaluation des situations inhabituelles. Donc on apporte finalement un certain nombre de matrices, de tableaux, des tableaux qui vont permettre d'évaluer en sorte de catégorie la gravité, la détectabilité, l'occurrence. Et en fait, des gens pensent qu'il est possible d'avoir un oracle parfait pour évaluer pour évaluer les situations. Mais après, il y a un truc qui est aussi intéressant, c'est que vu que tu introduis la notion d'événement qui est souvent qui est pas forcément toujours dans là c'était déjà là, tu vois. Ils avaient déjà un peu un événement. Mais en fait, quand tu fais évaluer le tableau, surtout avec tableau d'occurrence, et là genre, mais ouais, mais ça veut dire que si tu as une occurrence faible, tu fais rien. Alors, attention, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Parce que en fait, quand tu évalues les tableaux un à un, les gens ont tendance à penser que c'est ce tableau-là qui fait 100% de la criticité de la situation. Alors que pas du tout. C'est la combinaison des trois: gravité, détectabilité, occurrence. Et encore une fois, à partir du moment où tu as décidé que tu ferais une déviation, quelle que soit sa criticité, donc tu n'es plus en événement, donc déjà ça veut dire que globalement, à partir du moment où tu as gravité autre qu'aucune, gravité faible, moyenne, forte, gravité faible, bah du coup il faudra voir ce qui est décidé avec le groupe, mais peu importe. En gros, si tu as gravité moyenne ou forte, eh bien tu seras déjà en déviation, et dans les déviations, il y a quelque chose qui ne varie jamais, c'est l'évaluation de l'impact. L'évaluation de l'impact, danger, risque, impact, et c'est toujours le maximum minimum, de ce qu'on peut faire. quelle que soit la criticité. Voilà, ça, le minimum. En gros, tu fais, le minimum égale le maximum, quoi. Enfin, c'est-à-dire, t'évalues l'impact. Toujours de la même manière, sur et c'est à fond, quoi. L'axe déviation, on a la recherche de cause et recherche d'impact, que ça soit mineur, majeur ou critique. La partie impact, c'est toujours la même approche. Il n'y a pas de on va plus ou moins loin. C'est sur la recherche de cause où on va plus ou moins loin. Et ça, ça c'est important de le redire, mais aussi à partir du moment où tu as dit que c'était déviation, tu ne peux pas accepter qu'il n'y ait pas un minimum d'investigation aussi sur la recherche de cause. Enfin, moi j'ai beaucoup de mal avec les sites qui disent mais on a la cause évidente, c'est bon. Bah, franchement, il y a toujours moyen de se poser un peu et d'essayer de réfléchir un peu, de prendre un peu de recul, même avec un petit outil, même sur une mineure, d'aller un peu plus loin qu'on a la cause évidente. C'est exactement ce que... c'est sur un des derniers clients, là, où les méthodes d'investigation... là, c'est là où on n'avait pas... Du coup, ce que je dis au début, on ne nous a pas demandé de challenger, de mettre en place une nouvelle méthode d'investigation. Et du coup, sur les mineurs, ils voulaient dire, voilà, c'est que la cause évidente. Je fais, attendez, on pourrait au moins dire, pour les mineurs, tu fais retour sur le terrain, interview opérateur, chronologie. En vrai, ça prend pas longtemps du tout, ça pousse les mecs à aller au moins un petit coup sur le terrain, et t'as quelque chose à la suite de ça. Mais de toute façon, moi je sais que il y a un de nos premiers sites que j'ai accompagné sur la méthode d'investigation et sur l'approche. Ils avaient insisté pour avoir une catégorie mineur sans investigation. Donc moi, je leur ai dit, bah non, il faut pas. Ils ont insisté, donc au bout d'un moment, j'ai dû plier. Et qu'est-ce qui s'est passé en inspection ? Ils se sont fait épingler sur les mineurs sans investigation. Voilà. Non mais... mais attends, c'était sans investigation impact ? Même ? Bah, j'en sais rien. Ça sert à quoi ? Mais bon. Non, mais c'est-à-dire que bon, il y a un peu un truc, mais bon, on veut pas le savoir. Mais l'impact, il faut le faire quoi qu'il arrive à partir du moment où tu as dit que tu étais en déviation, ça c'est clair. Mais même les causes, putain, j'arrive pas vraiment à chaque fois qu'on me dit cause évidente, mais non, putain de Dieu de merde, hot tech. J'ai cliqué, j'allais regarder. Arrêtez avec vos causes évidentes. Et le pire que j'entends sur les causes évidentes, c'est déviation critique, cause évidente. Oh les mecs, va peut-être aller falloir creuser. Hein. Et moi j'ai vu un site, je te jure, t'avais des déviations mineures qui étaient beaucoup plus poussées que des déviations critiques. Et
Et ouais, de dire non, mais si on a la cause évidente, même sur une critique, on n'a pas besoin de faire plus. Mais si, en fait, comprenez qu'il y a toujours moyen d'aller plus loin. Et même nous, quand on a notre méthode où on s'arrête sur les plus critiques au 5e niveau, je suis sûr qu'on pourrait aller au 6e niveau, au 7e niveau si on a... Bon, au bout d'un moment, il faut s'arrêter, mais on peut toujours aller plus loin. Ouais. Mais alors ça par contre c'est un défaut des gens qui n'ont pas de méthode d'investigation, c'est qu'ils savent pas quand s'arrêter. Et du coup ça peut prendre 6 mois, 1 an sur quand tu fais le niveau, quand tu veux le niveau maximum. Tu dis bon bah voilà, il y a toujours un expert qui remet un sou dans la machine en disant on peut peut-être trouver un autre truc, regardez ici, regardez ça, et finalement ça prend jamais fin quoi. Alors, moi je suis d'accord, hein, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une méthode un peu standardisée avec des étapes clés et où tu dis où tu t'arrêtes. Et accepter de t'arrêter. Et non pas parce que... Enfin, c'est pas... moi je l'ai déjà entendu. Ah oui, mais là on a dit qu'on s'arrêtait cause initiale, mais ce serait bien qu'on aille rechercher le niveau d'après. Je dis ouais, ok. Vous avez les moyens ? Vous avez le nombre d'investigateurs suffisant pour vous permettre d'aller plus loin ? Non. Bah dans ce cas-là... vous arrêtez là, parce qu'en fait, demain, potentiellement, vous avez un gros truc qui vous tombe sur le coin de la tête, et bah là, si vous êtes en train de perdre du temps à aller rechercher un truc sur un truc où il n'y a pas besoin, vous n'allez plus avoir la disponibilité pour aller chercher là où il y a besoin. Donc, il faut accepter de s'arrêter. Encore une fois, c'est tout à fait entendable, défendable en inspection, avec un rationnel clair derrière. Alors, il y a une question sur LinkedIn, c'est marrant, ça marche très mal, hein, les commentaires, qui nous dit, pour analyser, il faut documenter, quelles recommandations, sans que cela tombe dans la lourdeur du système dev, RCA, Kappa, etc., du QMS, d'autant que souvent les QMS ne gèrent pas nativement ces événements. Donc, j'imagine la question, c'est comment on fait pour gérer les événements alors que notre QMS, il est TrackWise. Alors, je suis pas d'accord, parce que moi, j'ai des sites, ils ont TrackWise et ils ont le niveau événement. Et ça, c'est un vrai sujet posé pour les éditeurs de QMS, en fait, parce que c'est vrai que souvent, le process dev n'intègre pas nativement la notion d'événement. Il faut le demander, il faut l'intégrer. Moi, j'accompagne un site aujourd'hui où justement cette question se pose et où c'est un vrai point. J'ai pas de réponse toute faite là-dessus. Mais c'est vraiment pénible parce que d'enregistrer les événements, enfin voilà, est-ce que vous allez vous pouvez le faire dans un fichier Excel, mais vous risquez de perdre des données. De pouvoir avoir ce niveau-là dans le QMS, ça serait quand même bien, avec moins de lourdeur, c'est-à-dire que tu as l'ouverture, l'évaluation, clôture directe, point. Ça serait vraiment bien, mais c'est vrai que tout le monde ne l'a pas. C'est quoi, on devrait développer un petit truc qu'on valide 21 CFR, enregistrer vos événements. Un truc de plus sur la pile des choses qu'on devrait faire. Mais après, quand tu dis voilà, en vrai TrackWise là, c'est le deuxième client d'affilée où dans TrackWise il existait un petit flux là qui était utilisé mais pas très souvent. Et finalement, avec peu de demandes de modification, on va arriver à faire un flux événement qui est rallié, qui existait dans le processus déviation et qui va fonctionner quoi. Parce que du coup, finalement, le flux pour les événements, il faut pas grand chose. Hein. T'as limite le titre, la date et puis le service pour pouvoir faire un peu des classifications. Et après, finalement, l'air de rien, ta classification, gravité, détectabilité, occurrence, tu peux te dire que tu la reportes sur ton... après, ça dépend. Si c'est une fiche papier de déclaration de situation inhabituelle, c'est là où tu fais ton évaluation gravité, détectabilité, occurrence que tu marques sur ta feuille là, que tu scannes et que tu joins dans ton flux événement et puis terminado quoi. Et puis ça te permet de faire des analyses de fréquence sur tes événements. Alors du coup c'est pareil, hein, il faut un formalisme sur le titre et tout, faut faire gaffe quand même. Oui, pareil, tu peux rajouter produit, numéro de lot. Après le formalisme, de toute manière, moi je sais que on est obligé de, quand tu veux faire une analyse de récurrence, de retourner voir dans le détail chaque truc. Tu peux pas te baser que sur le titre. Le titre va te permettre de faire une première classification à la hache, mais au bout d'un moment, il va falloir y aller un petit peu à la serpette, quoi. Alors après, sur les événements, justement, ces événements, vu que tu n'as pas fait d'investigation, là, du coup, tu n'as pas beaucoup d'infos à les regarder en plus, quoi. Normalement, le danger, du coup, c'est le titre égale le danger. Voilà, ça, c'est à la limite, si tu vas regarder dans ta catégorie la plus fréquente une fois que tu l'as faite,
Tu sais, genre, tu te retrouves avec une grosse catégorie 1. Tu regardes un peu en détail tout ce que tu trouves dans la catégorie 1 pour voir si tu peux pas, si vraiment c'est la même chose ou si c'est un truc un peu différent à chaque fois. Mais voilà, en tout cas, pour Mais les en tout événements, cas, on n'a pas vraiment il y a ça qu'on répondu peut à faire. la question quelle recommandation, parce que la seule recommandation, moi qui me semble pertinente, et je sais que c'est pas forcément accessible pour tout le monde, c'est d'avoir ce flux événement dans le QMS, quoi. Et les sites qui font, quand on a une situation inhabituelle, on déclare le QOQCP dans le QMS, et après, à l'évaluation, ça va être soit clôture en événement, soit partir en déviation. Moi, je reste persuadé que c'est le système le plus intelligent. Si t'as pas ça, je vais pas te mentir, à part avoir un fichier Excel dans lequel tu viens noter juste le quoi de ton événement pour avoir la trace et archiver ton formulaire dans un classeur, je vois pas ce que tu peux faire de mieux, mais si tu fais juste archiver dans un classeur, tu pourras jamais faire ton analyse de récurrence. Après, il y a des sites qui ont des maturités différentes et où Il faut prévoir. déjà faire cette analyse de récurrence, c'est déjà compliqué pour certains sites, hein. Après, en vrai, à partir du moment où tu implémentes ça, et tu prévois, tu regardes ce qui existe dans ton QMS, et tu prévois à moyen terme, en tout cas, le déploiement, enfin la modification du flux, quoi. C'est pas une énorme modification, et en général, tu peux le faire, quoi. Et puis, enfin, là, hot take de Paul Adrien, mais merde, quoi. C'est pas ton flux, c'est le système qui doit Ouais, s'adapter, enfin, c'est le ouais, système ouais, informatique qui doit s'adapter à ce que tu veux faire, quoi. De où, ouais. là, c'est notre GG peut pas le faire, donc on le fait pas. Enfin, ça, c'est vraiment de la merde. Enfin, Mais c'est en une plus, dictature je vais mettre hot pourrie, quoi. take, Enfin, je vais mettre les pieds dans le plat. Les éditeurs, entendez-le bien, ouais. les éditeurs de solutions de QMS ne sont pas des experts de comment se passe le process déviation sur le terrain. Et quand tu vois les flux de traitement de déviation dans TrackWise, dans Enov, etc., putain, mais des fois, tu te dis, mais oh, nos cerveaux, les complexités par rapport à la réalité du terrain, quoi. Donc, c'est à vous, dans votre besoin utilisateur, quand vous Et, mettez en place un QMS ou que vous faites évoluer un QMS, d'imposer ce que vous voulez, quoi. ne faites pas le système que vous aimeriez avoir dans l'idéal en faisant signer Ouais. tout le monde, en validant toutes les étapes, un truc de qualiticien, mais mais faites du coup le truc Mm. idéal pour votre organisation, quoi. Et en vrai, au plus c'est simple, au mieux c'est. Enfin, c'est un truc de fou, mais Il y a une question sur les gens ils LinkedIn. adorent. Ah, on va faire Pourquoi une étape plusieurs de plus corrections avec sur une des mineurs validation. deviennent une majeure? Si la même déviation mineure se répète, ou si tu mets plusieurs, et je vois pas la suite du commentaire. Ah oui, ou si tu mets plusieurs corrections successives, cela signifie que le problème n'est pas maîtrisé, la cause racine n'a pas été adressée. À ce stade, l'autorité qualité considère que ce n'est plus un simple écart ponctuel, mais une problématique systématique, donc classée en majeur. Donc bah, la réponse, elle est dans la question, enfin le commentaire, il est là, hein. En gros, si tu avais un événement que tu as évalué en mineur, que tu as fait un bout d'investigation de cause, que tu as peut-être mis en place des actions ou pas, mais que ton truc il revient, bah, ça veut dire que ton problème, en fait, il n'est pas sous maîtrise. Et au bout d'un certain nombre de répétitions, tu peux te dire, là, ça commence à prendre une certaine ampleur, c'est classé en majeur, on va aller chercher plus loin et on va aller adresser une cause plus poussée. Et ça c'est un vrai. Alors, on est en train d'exploser notre timing, mais je trouve que c'est un vrai sujet aussi. Souvent, quand on me dit, ouais, mais les mineurs, si ça revient, c'est un problème, faut les tuer, blabla. En fait, déjà, partez du principe que votre déviation que vous avez évaluée mineure grâce à gravité, occurrence, détectabilité, ne partez pas du principe qu'elle va forcément revenir, en fait. Ne partez pas de ce principe-là. Si votre recherche de cause est derrière, vous ne mettez pas de CAPA, ça se trouve, votre problème, il ne reviendra pas. Point. Et il faut l'accepter. Il faut aussi prendre ce risque pour pouvoir avoir plus de disponibilité pour les majeurs et les critiques. Si effectivement, vous avez une détectabilité pourrie, peut-être faites au minimum un truc pour mieux détecter, pour être sûr que ce n'est pas récurrent. Mais souvent, on part du principe qu'une mineure, il faut la tuer parce qu'elle va revenir. En fait, on n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Et si elle revient, là, vous allez le voir. Et là, ça veut dire que vous avez un problème. Et là, vous allez pouvoir vous dire, OK, il faut qu'on la classe plutôt en majeur. Et grâce à la partie occurrence de la matrice, ça va vous permettre de le mettre en majeur et d'aller mettre les efforts nécessaires sur ce sujet.
Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, ça redevient un peu théorique, hein, mais du coup, quand tu vas classer a priori une déviation, tu vas évaluer la fréquence du coup sur le titre, donc le danger, et pas par rapport à la cause. Tandis que quand tu fais ton évaluation périodique tous les 6 mois, là tu vas le faire, tu vas évaluer la récurrence par rapport à la cause. Et c'est là où tu auras une évaluation beaucoup plus fine de qu'est-ce qui est vraiment revenu et qu'est-ce qui n'est pas vraiment revenu. Donc ton évaluation a priori, elle va être sur la fréquence de, je sais pas moi, j'ai encore un marquage absent sur boîte, quoi. Alors que finalement, derrière sur ton étude de récurrence, tu vas avoir défaut de la cellule, de compta, enfin défaut de la cellule de triage en sortie de... La récurrence de cause et la récurrence d'effet. Toujours un vrai sujet, un vrai débat intéressant. En tout cas, c'est bien que vous posiez des questions, c'est super. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de nous. On est toujours très content de discuter de ça. Et puis on se retrouve à la 3P peut-être, ou en tout cas dans un prochain live. Merci à tous de nous suivre, sur les réseaux sociaux, sur tout ça. Allez hop, check. Allez, merci à tous et à très vite.